Et donc, c'est le webinaire de Terra Chile par Xavier. C'est à toi, Xavier. Ouais. Merci beaucoup, Martin. Bonjour à tous. Merci à Together et à tous ses membres de me donner l'opportunité de discuter aujourd'hui de mon pays d'adoption, mon pays de cœur qui est le Chili. Alors, pourquoi c'est mon pays de cœur? Évidemment, j'ai rencontré mon épouse qui est chilienne et je suis venu m'installer ici. Voilà pour la petite première anecdote. Alors, pour ma présentation, je vais tout d'abord commencer par parler de Terra Group. Ensuite, je vais discuter de Terra Chile, l'agence réceptive euh, ici. Et ensuite, je vais parler des conditions d'entrée actuelles qui se sont largement assouplies par rapport à ce qu'on a pu connaître en décembre 2021, par exemple. Et ensuite, je vais donc parler des régions emblématique du Chili, du sud au nord. Mais on va tout d'abord commencer par l'extrême ouest, l'île de Pâques, qui, je pense, vous le savez, va normalement rouvrir ses frontières à partir du 1er août 2022. On espère de tout cœur que tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas de soucis. Et donc ensuite, je vais partir plus au sud, vous parler de la Patagonie et son fameux parc Torres del Paine, ainsi que la Carretera Austral, qui est considérée aussi comme une région de la Patagonie. Je vais ensuite discuter de la région des lacs et des volcans, et plus particulièrement de Puerto Varas et l'île de Chiloé. Je vais ensuite discuter de la région de centrale, Santiago et Valparaíso. Et ensuite, je vais discuter de San Pedro de Atacama, le désert le plus aride du monde, où j'ai fait ma dernière reconnaissance de terrain début juin. Alors, qui est Terra Group? Terra Group, c'est une organisation qui a 17 agences partout dans le monde. C'était en fait une bande de copains qui a démarré en 1998 une agence réceptive en Bolivie et ils ont commencé à s'étendre un petit peu partout dans l'Amérique latine, que ce soit en Colombie, en Argentine, à l'Altiplano, au Nicaragua, au Guatemala et ils ont commencé à s'étendre aussi en Europe. Donc, ils proposent maintenant plus de 30 destinations un petit peu partout dans le monde. Ils ont plus de 100 collaborateurs et donc plus de 20 ans d'expérience dans le voyage sur mesure. Et voilà ce qui est intéressant de Terra Group, c'est qu'ils ont des agences locales et ces agences locales travaillent avec des prestataires locaux. Et, et de ma part, euh, beaucoup de Chiliens qui soient dans au désert d'Atacama et dans les autres régions telles que la Patagonie ou l'île de Pâques. Alors, qui est Terra Chile? Alors, je vais vous présenter mon équipe. Donc, moi, le gérant de Terra Chile, Cathy, qui est là depuis 4 ans, qui a survécu à la pandémie comme plusieurs personnes d'autres agences réceptives, qui est la gérante adjointe. Aline, qui est conceptrice voyage depuis 5 ans chez Terra Chile, qui est en ce moment en congé maternité, qui a eu une petite fille qui s'appelle Alix depuis début avril. Voilà, donc je lui souhaite une bonne continuation dans son congé maternité. Elle devrait revenir à peu près début novembre, si tout va bien. Et Océane est une nouvelle conceptrice voyage qui est arrivée en décembre 2021 et qui va rester avec nous, je pense, quelques années, si tout va bien. Donc ça, c'était je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'était un repas que nous avons fait fin décembre pour Noël et pour les fins d'année. Et cette photo-là, on a été invité au petit déjeuner dans un hôtel très connu à Valparaiso qui est le Fauna. Et vous nous voyez ici avec Solène qui a fait un stage avec nous pendant 6 mois et qui va partir malheureusement le 31 juillet. Soit elle va rester au Chili, soit elle va rentrer en France. Donc voilà pour la team Terra Chile. Et vu que là, on commence à avoir beaucoup de monde sur le terrain et beaucoup de confirmations, nous allons probablement recruter un stagiaire et un nouveau concepteur ou conceptrice voyage à partir
mi-août ou début septembre 2022 pour la haute saison au Chili. Voilà, donc je vais vous parler maintenant des conditions d'entrée actuelles au Chili. Maintenant, un test PCR de moins de 72 heures avant l'embarquement est recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Voilà, donc si vous voulez venir sans test PCR, il n'y a plus de problème. Voilà. Par contre, il faut absolument que vous fassiez une déclaration en ligne qui doit être faite sur le site du gouvernement c19.cl dans les 48 heures avant l'heure d'arrivée dans le pays. Une assurance couvrant les risques liés à la COVID-19 est recommandée de plus de 30 000 $ si vous avez un souci au Chili, mais elle n'est plus obligatoire depuis avril 2022. Ensuite, la validation des vaccins en vue de l'obtention du pass sanitaire chilien. C'est un petit peu le même système qu'il y avait en France au niveau du pass sanitaire qui s'appelle le Pase de Mobilidad. Il n'est plus obligatoire pour entrer sur le territoire, mais il est fortement recommandé de l'obtenir avant votre arrivée au Chili. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous le demander, que ce soit pour les vols domestiques, pour manger dans les restaurants à l'intérieur, ou pour les concerts et événements, que ce soit théâtre ou par exemple match de foot, puisque je suis allé voir un match de foot et ils m'ont demandé le passé des mobilidades. Voilà pour les conditions d'entrée actuelles au Chili. Donc, ça s'est bien assoupli par rapport à décembre 2021 et on est très content puisque du coup, maintenant, nous pouvons accueillir plus facilement nos futurs voyageurs pour la prochaine haute saison qui va démarrer pour nous début octobre. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter les régions emblématiques du sud au nord. Le Chili a une superficie assez spéciale, c'est-à-dire qu'elle a une largeur moyenne de 180 km et une longueur de 4 300 km, c'est-à-dire cela fait plus de 4 fois du sud au nord de la France, si on part de Perpignan jusqu'à Lille. Donc c'est un pays assez spécial au niveau des superficies, très grand, mais pas du tout large. Et c'est pour ça qu'il y a en fait beaucoup de différences de température. On peut avoir des glaciers dans le sud et après le désert le plus aride au nord, pas loin de la Bolivie. Voilà, le Chili est composé de 16 régions et nous avons les emblématiques qui sont la Patagonie, la région des lacs, avec aussi la carretera australe en Patagonie, Santiago et Valparaíso, qui est la région centrale, bien sûr l'île de Pâques, et aussi San Pedro de Atacama, la région d'Atacama, avec le désert le plus aride du monde. Voilà, donc on va commencer avant tout par l'extrême ouest, l'île de Pâques, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse, de savoir exactement ce qui se passe en ce moment. Et voilà, juste pour vous dire, l'île de Pâques se trouve à plus de 3 700 km de Santiago à l'ouest. C'est une île qui est dans les Pacifiques, pas très loin de la Polynésie française et l'île de Tahiti. Donc, c'est une petite île où vous pouvez trouver une certaine culture sur l'île de Pâques. Vous pouvez trouver le centre-ville qui s'appelle Angaroa. Et vous avez deux volcans très connus qui est le Tongariki et le Ranokau. Et ensuite, vous avez les plages paradisiaques Anakena et Ovae, où vous pouvez faire plusieurs différentes activités sur l'île. Donc voilà, là, je vais vous donner les travel tips pour l'île de Pâques. Quand il faut partir, vous pouvez partir toute l'année. Vu que c'est une île du Pacifique, les températures sont à peu près les mêmes, donc il y a aucun problème pour ça. Je dirais qu'il faut partir un minimum de 3 jours et 2 nuits, et l'idéal pour bien faire le tour de l'île, c'est vraiment 4 jours et 3 nuits. Que voir? Donc, l'île de Pâques est très connue pour les moaïs, qui est au patrimoine de l'UNESCO. Il y a aussi les moaïs Tongarigita et Akivi. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des plages paradisiaques
Anakena et Ovae. Et vous pouvez aussi visiter les volcans très connus Terevaka, Orongo, Poike et le village bien sûr d'Angaroa avec la culture polynésienne. Et si vous voulez vraiment assister à quelque chose d'exceptionnel, c'est le festival Tapati, qui est un festival de danse pendant 2 semaines et de fêtes qui se déroule début février. Début février. Il devait ouvrir normalement début février 2022 pour le festival de Tapati, mais malheureusement, Omicron a fait des siennes et ils ont décidé de rester fermés normalement jusqu'au 1er août. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à faire sur l'île de Pâques? Il est possible de rester sur les plages paradisiaques Anakena et Ovae, faire du snorkeling pour aller voir des poissons de différentes couleurs, de la plongée, du surf. Il est possible aussi de faire des randonnées et du bivouac, équitation, vélo. Et donc, comme je vous l'ai dit, le festival Tapati, qui est la fête traditionnelle Rapa Nui pendant 15 jours, début février. Alors, quelques petits hôtels que je peux vous conseiller au rester sur l'île de Pâques. Il y a le Takarua Lodge, qui est un 3 étoiles et qui est un de nos prestataires favoris. Et ce sont des sortes de cabanes qui est face à la mer et face au coucher de soleil. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous avez ensuite le Arenua Hotel Boutique, qui est un 4 étoiles et qui est aussi splendide que le Takarua Lodge, qui propose du bed and breakfast ou half board ou full board. Et il y a aussi le Nayara Angaroa, qui est un 5 étoiles et ils proposent, eux, plutôt du all-inclusive, c'est-à-dire que vous pouvez faire des excursions avec eux et tous les repas sont inclus. Voilà pour les petits conseils où rester sur l'île de Pâques. Alors, pour vous parler des conditions d'entrée qui vont mettre en place pour l'île de Pâques le 1er août, il faudra avoir un test PCR moins de 48 heures avant l'arrivée sur l'île. Et à l'arrivée sur l'île, vous devriez faire aussi un autre test PCR. Et si ce test PCR est positif, il faudra rester en quarantaine 1 semaine. On espère que ces conditions d'entrée vont s'assouplir avec le temps et qu'il sera possible de visiter tranquillement l'île de Pâques pour la prochaine haute saison chilienne. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment pour parler de l'île de Pâques. Si ça vous dit, on pourra y revenir après si vous voulez aussi. Moi, je vais t'en poser une première, Xavier. Oui, pas de souci. Qu'est-ce que tu conseilles comme moyen comme mobilité sur l'île de Pâques? C'est une île où il n'y a pas de véhicule, hein, c'est ça? Oui, en fait, oui, c'est vrai. C'est une très bonne question, Martin. C'est vrai que j'ai oublié. En fait, il est possible de faire la visite de l'île de Pâques en autotour. Il y a des locations de véhicules 4x4. Nous avons aussi des guides privés francophones, anglophones ou hispanophones sur l'île qui vous parleront de la culture Rapa Nui et des mystères des statues Moai. Et donc, voilà, c'est vraiment soit vous le faites en autotour si vous voulez vraiment vous sentir libre et tranquille de faire les excursions comme vous le sentez, ou sinon vous prenez un guide privé français. Nous, on a des français ou francophones ou anglophones. Et nous, on travaille avec de très bons guides francophones qui sont restés sur l'île malgré la fermeture pendant 2 ans et demi. D'accord. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire des, des circuits en vélo électrique ou en 2 roues, des moyens Alors, autres que des véhicules pour des petites parties, hein, pas forcément pour traverser toute l'île, mais ouais, non, c'est une très bonne question aussi. En fait, oui, la plupart des hôtels proposent des vélos. Alors, je ne sais plus du tout s'ils sont électriques. Moi, je vais y aller du 27 octobre au 31 octobre pour aller voir comment va l'île et comment vont nos prestataires. Et à ce moment-là, je pourrais savoir s'ils sont passés au vélo électrique ou pas. Mais bon, je sais qu'avant, c'était des vélos ordinaires et pas électriques. Mais peut-être ils ont changé, ils ont peut-être des vélos électriques en effet. d'accord.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro, n'hésitez pas, hein. J'en ai peut-être une autre, deux questions aussi. Alors, tu parlais du test PCR obligatoire en plus Oui. pour arriver sur l'île. Est-ce que Mhm. Terra Chile, dans le cadre d'un circuit sur mesure avec un passage sur l'île de Pâques, vous organisez vous organisez ce test PCR pour les clients? Oui, tout à fait. On l'organise en fait. Il y a un hôtel juste à côté de l'aéroport, l'Hilton, qui propose des tests PCR Express en moins de 40 minutes pour une valeur de à peu près 45 000 pesos chilenos, c'est environ, on va dire, en ce moment, 40 euros. Un peu plus, je dirais 45 euros. On est à peu près à 1 euro 1000 pesos chilenos, donc 45 euros. Et cela vous permet de faire soit le test PCR Express, soit vous le faites la veille. Mais ça, bien sûr, nous, on s'en occupe. On va On s'en occuper. occupe, on s'occupe de toute la logistique pour que les clients aillent sur l'île sans se préoccuper de toute de toute cette logistique. D'accord. Et il y a il y a des. Est-ce que l'île a mis en place des quotas ou est-ce qu'il faut faire une pré-demande pour se rendre sur l'île Alors, en fait, les quotas qu'on a en ce moment, c'est par rapport aux disponibilités des billets d'avion. Là, maintenant, avant la pandémie, ils proposaient un vol par jour, mais là, ils ont mis en place seulement 2 vols par semaine pour le moment, pour voir comment allait se passer le retour à, à l'ouverture de l'île de Pâques. Et on espère que l'année prochaine, début 2023, si tout se passe bien, qu'ils reprennent des vols tous les jours. Donc là, en fait, le quota qu'ils ont mis en place, c'est par rapport au nombre de vols par semaine. D'accord. Mm. Et du coup, une extension île de Pâques sur un voyage au Chili, est-ce que niveau budget, parce que j'imagine que du coup le vol aller-retour plus la vie sur place, quel budget en plus il faut prévoir environ? Alors, pour le vol billet aller-retour Santiago-Île de Pâques, il faut compter à peu près, je vais parler en euros, par personne, c'est à peu près en ce moment 1200 euros maximum. 1200 euros aller-retour par personne. Donc, en plus de ça, si vous restez 3 ou 4 jours sur l'île, ben, vous vous en sortez, oui, je pense, à peu près entre 1800 et 2000 si vous prenez de très bons hôtels et des excursions en privé. Voilà, donc il faut compter au moins 2000 euros, 2000 euros non, je dirais plus, du coup, 1500 euros par personne, par personne. Donc, si on compte 1200 euros, plus à peu près, je dirais, 3-4 jours, donc il faut compter 200. Ouais, non, c'est ça, oui, c'est 1800, 2000 euros par personne. D'accord, pour un séjour vol inclus sur l'île de Pâques. Voilà, vol inclus sur l'île de Pâques. D'accord. Ok. Et du coup, une question de Martine, 2 jours par semaine. Est-ce que tu connais les jours de la semaine? Oui, alors là, ils ont mis en place pour le moment les vols le samedi et le jeudi. Donc, du coup, en ce moment, il faut rester soit du samedi au jeudi, soit du jeudi au samedi. Mais c'est vrai que pour l'instant, du jeudi au samedi, ça n'a pas trop de sens parce que du coup, ça fait rester aux voyageurs seulement une journée. Mais après, voilà, ils aimeraient mettre en place aussi que les voyageurs restent un peu plus longtemps que 3 jours. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place pour le moment du samedi au jeudi, qui est à peu près, qui est du coup samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc du coup, 6 jours sur l'île, avec 5 nuits. D'accord. Mm. Donc il y a 2 vols par semaine, c'est-à-dire 2 allers-retours par semaine. Voilà, 2 allers-retours par semaine, exactement. Donc les Mm. allers et les retours se font sur les mêmes journées. Le vol Voilà, arrive le jeudi et repart le jeudi aussi pour le retour. exactement. Mm. D'accord. Ok. Voilà. Bah, Donc ça, ouais. c'est voilà, c'est ce qu'il y a en ce moment en place pour l'île de Pâques parce que voilà, ils ont mis du temps à l'ouvrir. On espère qu'ils vont l'ouvrir le 1er août. Je pense que voilà, ils ont mis tous les moyens possibles. J'ai eu quelqu'un un contact qui est sur l'île. Apparemment, ils ont bien mis en place l'hôpital. L'oxygène est arrivé au cas où
il y a des cas Covid, des gens sur l'île, parce que voilà, en fait, ce qui fait peur aux gens de l'île, c'est qu'ils n'ont pas le même système immunitaire que d'autres personnes peuvent avoir. Donc, c'est pour ça qu'ils sont restés enfermés pendant 2 ans et demi. Maintenant, ils ont mis en place cet hôpital et ils ont reçu l'oxygène. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci pour l'ouverture. Normalement, l'ouverture est prévue officiellement le 1er août. Cela devrait ouvrir le 1er août. On l'espère tous. D'accord. Bon, bah, tu nous tiendras informés de ces Pas de nouvelles. souci, ouais, ouais. Je suis très, très attentif à ça et j'ai pas mal de contacts sur l'île qui me tiennent au courant et qui me disent que là, normalement, tout va bien pour l'ouverture de Pâques le 1er août. Et ils espèrent aussi que la TAM, qui propose les vols, va aussi augmenter ses vols par semaine et que la TAM va revenir à mettre un vol par semaine. Pardon, un vol par jour. Un vol par jour. Ok, Voilà, on bah, si espère vous avez, tous. n'hésitez pas, si vous avez encore des questions sur l'île de Pâques, de prendre la parole ou de les poser dans le chat, et puis on pourra les poser. Xavier répondra du coup en fin de présentation. Pas de souci. Du coup, je continue et voilà, si vous avez des questions, on pourra les voir plus tard aussi, si vous voulez. Alors, maintenant, je vais vous parler de la Patagonie et son fameux parc Torres del Paine. Je vais aussi parler de la Carretera Austral qui fait partie, qui est une mythique route qui fait partie de la Patagonie dans le sud. Voilà, donc les travel tips pour la Patagonie, quand partir? Alors, il faut partir plutôt de mi-octobre à fin mars. La période idéale, c'est novembre et mars. Pourquoi? Parce que les Chiliens ont les vacances d'été en janvier et en février. Et souvent, il y a beaucoup de problèmes de disponibilité d'hôtels en janvier et en février. Et voilà, les mois parfaits sont novembre et mars. En juillet et en août, c'est où le parc Torres del Paine est ouvert, mais les refuges sont fermés. Vous pouvez faire du camping gratuitement dans le parc, mais par contre, ce sont des conditions assez difficiles avec beaucoup de vent, beaucoup de froid. Donc, je vous conseille plutôt de faire de mi-octobre à fin mars. Voilà, donc après, combien de temps partir? Je dirais un minimum de 4 jours et 3 nuits si vous voulez vraiment vous concentrer sur le parc Torres del Paine qui se trouve, on va dire, au nord de la région de Magallanes de la Patagonie. Et euh, le séjour idéal, c'est 6 jours, 5 nuits parce que vous pouvez prendre un vol Santiago-Punta Arenas. Vous pouvez là soit louer une voiture pour partir directement au parc Torres del Paine qui se trouve au nord de Puerto Natales, ou soit rester un petit peu à Punta Arenas 1 ou 2 jours pour aller voir les baleines et les pingouins. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on propose beaucoup aux familles, c'est de rester voilà, au moins 6 jours et 5 nuits, faire un petit stop à Punta Arenas pour aller voir les baleines et les pingouins, et ensuite passer 2-3 jours à Torres del Paine. En voiture, c'est à peu près entre 3 heures et 4 heures entre Punta Arenas et le parc. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Bon, ben, vous imaginez, il y a beaucoup de glaciers, le Balmaceda, le Serrano, le glacier Grey, où vous pouvez aller marcher sur le glacier, et le Gate, et le parc Torres del Paine, qui est reconnu au patrimoine de l'UNESCO et qui est quelque chose d'exceptionnel au Chili, et qui est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir des lagunes, les lagunes Amarga, Peoe, Nordenskjold, si je le prononce bien. Je ne sais toujours pas le prononcer, mais c'est comme ça, c'est pas facile. Et ensuite, vous pouvez aller visiter les lacs Grey, où vous pouvez aller faire des navigations, les lacs Toro et Sarmiento. Qu'est-ce que vous pouvez voir comme animaux? Les pumas, bien sûr, si vous avez de la chance de les voir, mais au plus loin, si c'est possible, pas au plus près, parce que ça peut être un petit peu dangereux. Ensuite, il y a des guanacos, les renards, des condors et, comme je vous l'ai dit, des baleines et les manchots autour de Punta Arenas. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a un mythique trek à faire au Torres del Paine, soit le trek W qui peut se faire en 4-5 jours, qui est assez modéré,
et ensuite le trek haut qui se fait à peu près en 9-10 jours, qui est quand même assez soutenu. Et vous pouvez faire, donc, comme je l'ai dit précédemment, la marche sur le glacier. Il y a aussi beaucoup d'aventures, il y a du kayak, de l'équitation dans des estancias avec des gauchos, qui sont on va dire, les paysans bergers de la Patagonie chilienne et même de la Patagonie qui est en Argentine. Et vous pouvez faire donc du coup des navigations à la journée et aussi des croisières. Nous proposons beaucoup de croisières, que ce soit des croisières Australis ou croisières Ponant, entre 3 et 5 jours, où vous partez de Punta Arenas et vous allez jusqu'à Ushuaia. Ushuaia qui fait partie de l'Argentine. Voilà. Du coup, j'en profite pour te Oui, couper sur pas de souci. une question qui a été posée pour ce type de voyage. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez fournir aux clients l'équipement pour aller faire des marches sur les glaciers, compte tenu aussi de la température, ou est-ce que les clients doivent ramener tout ça de France? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. En fait, oui, les prestataires avec qui on travaille proposent des équipements sur place parce que d'habitude, les gens arrivent avec une valise de 23 kilos qui est le plus, le, qui est le plus classique. Mais voilà, on a beaucoup de prestataires qui proposent tous les équipements possibles, que ce soit pour la marche sur glacier, que ce soit des tentes, des refuges. Et voilà, tous les prestataires proposent ce genre d'équipement. Donc, il n'y a pas de problème. Nous, voilà, si vous nous demandez, quand vous nous faites une demande de devis d'un voyage sur mesure, si vous avez besoin de l'équipement, vous nous le dites et on le rajoute dans le devis, sans problème. D'accord. Merci. Pas de souci. Alors, quelques exemples de où rester en Patagonie. Il y a l'excellent EcoCamp Patagonia qui propose de faire qui est un all-inclusive, qui propose de faire le Trek W en 5 jours. Ou aussi, vous pouvez aussi faire la chasse au puma, c'est-à-dire essayer de faire un safari et de le trouver pour pouvoir faire de magnifiques photographies. Ça plaît beaucoup ça plaît beaucoup aux familles et aussi aux couples. Donc, l'EcoCamp Patagonia est quelque chose est un hôtel avec qui on travaille beaucoup puisqu'on a eu beaucoup de très bons retours avec eux. Il y a aussi l'excellent Tierra Patagonia qui est un 5 étoiles. Vous pouvez soit l'avoir en bed and breakfast ou en full board, mais il propose beaucoup du all-inclusive il propose seulement du all-inclusive durant les mois de janvier et février quand les Chiliens sont en vacances. Donc voilà, toujours privilégier, si vous pouvez, si vous êtes flexible, euh, des dates en octobre, novembre ou mars pour éviter les vacances d'été des Chiliens. Et il y a aussi l'excellent Explora Patagonia, qui est aussi un all-inclusive et qui propose des excursions safari aussi pour aller trouver le puma, pour aller voir aussi d'autres animaux et faire des parties du Trek W au parc Torres del Paine. Voilà pour les idées d'hôtel où rester en Patagonie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je peux, il y a aucun problème. Alors, maintenant, on va passer à la région des lacs et des volcans. Donc là, on remonte, on était vraiment au sud. On va remonter un petit peu plus au nord, mais ça reste encore le sud par rapport à Santiago et Valparaiso. C'est la région des lacs et des volcans. Et je vais surtout parler des travel tips de la région des lacs. Donc, c'est quand partir. La période idéale, c'est d'octobre à avril. L'intersaison la mieux, voilà, c'est pareil qu'en Patagonie, c'est novembre et mars pour éviter les vacances d'été des Chiliens. Ce que je propose, moi, c'est souvent un minimum de 3 jours et 2 nuits pour rester à Puerto Varas face au volcan et face au lac magnifique et pour aussi aller voir l'île de Chiloé. Mais l'idéal, c'est de rester 6 jours et 5 nuits pour aller voir aussi la partie de la région des lacs un petit peu plus au nord qui est Pucón et Villarrica.
et pour voir aussi Puerto Varas et l'île de Chiloé qui est très connue au Chili pour ses maisons sur pilotis. Voilà, donc que voir dans la région des lacs. Donc, Pucón, vous avez beaucoup d'activités, que ce soit en hiver avec la- les stations de ski. L'été, il y a beaucoup de rafting. Vous pouvez vous baigner dans le lac. Bon, j'y suis allé, enfin, c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de parcs, le parc Conguillo, Vicente Pérez. Moi, je suis allé au Parque Huerquehue, qui est tout aussi magnifique. Il y a aussi des volcans que vous pouvez soit, euh, soit, soit faire des randonnées, que ce soit à Villarrica, à Osorno ou à Navidad. Et ce qui plaît beaucoup aux voyageurs, c'est l'archipel de Chiloé avec, avec son histoire assez unique et spécifique et ses maisons sur pilotis. Voilà. Et ensuite, que voir sur l'archipel de Chiloé? Ce sont les manchots à Punihuil et aussi les forêts d'Araucarias. Que faire? Voilà. Bon, donc j'ai déjà un petit peu tout dit. Randonnée tout niveau. Il y a du kayak, du rafting, de l'acrobranche pour les enfants, surtout pour les familles, de l'escalade. Et il y a aussi beaucoup de découvertes dans cette région, puisque c'est la région des Mapuches, qui est une communauté euh, très ancienne qui vit dans cette région. Et donc, vous pouvez découvrir leur artisanat, leur marché, leur gastronomie locale qui est le curanto. Et vous pouvez aussi vous relaxer avec les thermes et les thermes géométriques très connus de cette région des lacs. Alors, où rester par exemple, il y a la Casa Calfou qui est très apprécié des voyageurs en 2 étoiles. Vous avez aussi, du coup, sur l'archipel de Chiloé, le Palafito 1326, qui est donc un hôtel sur pilotis, comme vous pouvez voir sur la photo. Et si vous voulez vraiment être dépaysé, je vous conseille la Cabaña del Lago, qui est un peu plus loin au niveau de Puerto Varas et qui vous permet d'être vraiment dans la nature et face au lac et face au volcan de cette magnifique région, qui n'est pas encore très connue et qui n'est pas encore vraiment appréciée comme il se le devrait par les voyageurs, puisque les voyageurs ont tendance à vouloir venir surtout au Chili pour voir la Patagonie, l'île de Pâques et le désert d'Atacama. Mais moi, je vous recommande vraiment cette région qui, qui, qui a vraiment un fort potentiel à l'avenir. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à Santiago et Valparaíso. Alors, Santiago et Valparaíso, bien sûr, c'est une région où les voyageurs ont tendance à rester pour visiter la capitale, mais aussi la magnifique ville bohème de Valparaíso qui est au patrimoine de l'UNESCO. La période idéale, c'est d'octobre à avril. L'intersaison, c'est en juillet-août en ce moment où c'est l'hiver et c'est pour ça que j'ai un pull et qu'il fait un petit peu froid. La haute fréquentation, c'est au Nouvel An de Valparaíso parce que du coup, c'est là où il y a un gigantesque feu d'artifice sur le port de Valparaíso et que les hôtels sont beaucoup plus chers. Vous pouvez multiplier par 8 les prix des nuits d'hôtel. Donc, c'est vraiment très, très prisé par les Chiliens et par les voyageurs. Et la période vraiment de haute fréquentation, c'est janvier-février pour les vacances d'été des Chiliens. Moi, ce que je propose, c'est souvent un minimum de 2 jours et 1 nuit sur Santiago, mais aussi un minimum de 2 jours et 1 nuit sur Valparaíso. Après, voilà, l'idéal, c'est de rester à peu près entre 6 jours, c'est-à-dire 3 jours et 2 nuits à Santiago pour aller visiter des vignes entre Santiago et Valparaíso. Donc 3 jours et 2 nuits à Santiago et 3 jours et 2 nuits à Valparaíso pour vraiment profiter de cette région, de cette belle région aussi. Que voir? Donc voilà, ce que j'ai dit, la capitale, Valparaíso, la région des vins, Casablanca, Santa Cruz, Maipo,
et aussi les 3 maisons de Neruda qui sont très, très connues, la Sebastiana, la Isla Negra, et là, je l'ai oublié la troisième. Si quelqu'un l'a, je la veux bien. Je l'ai oublié. Voilà, si vous l'avez, vous me la mettez dans le chat et Martin, tu me la rappelles, s'il te plaît. Et voilà, donc ensuite, le Caron del Maipo, où vous pouvez aller faire du trekking et vous baigner dans les termes géométriques, euh, où il y a des volcans et l'eau est à peu près à 40 degrés. Moi, je suis parti au Caron del Maipo et c'est aussi quelque chose de magique, juste à 1h de la capitale, Santiago. Voilà, donc que faire? Chascona, Trekking hein, to... c'est Florian qui a donné la réponse. C'est là? La Chascona. La Chascona. La Chascona, merci Florian. Merci beaucoup Florian. Oui, voilà, la Chascona, la Isla Negra et la Sebastiana. Merci Florian. Et donc, du coup, que faire? Donc, ce que j'ai dit, trekking tout niveau, kayak, rafting, acrobranche au Caron del Maipo et les termes et spa. Et voilà, la découverte, ce que nous proposons souvent, c'est un full day city tour à Santiago et Valparaiso avec une dégustation de la gastronomie locale. Vous pouvez la faire soit en vélo, soit à pied, soit en voiture. Et ensuite, ce qui est très intéressant aussi à Valparaiso, on l'a fait avec l'équipe il n'y a pas longtemps, c'est le street art avec notre excellent guide franco-suisse qui nous a parlé de tous les graffitis de Valparaiso et de leur histoire au fil des années. Voilà, et donc ensuite, les verres et les saveurs, bien sûr, visite et dégustation des vignobles. On propose aussi un atelier de cuisine avec Mauricio, notre chef étoilé sur Valparaiso, où il vous propose de préparer le pebre, préparer le pisco sour, qui est chilien et non péruvien. C'est un alcool très, très connu ici au Chili et c'est très, très sympa de pouvoir partager avec lui sa passion pour la gastronomie locale et pour, euh, et pour la cuisine. Voilà pour Santiago et Valparaiso. Alors, où rester? J'ai surtout mis des hôtels à Valparaiso et Viña del Mar, qui est la ville juste à côté. Nous, on travaille beaucoup avec l'hôtel Fauna, qui est un excellent hôtel 3 étoiles. Il a une vie exceptionnelle sur le port de Valparaiso et sur les autres villes côtières, dont Viña del Mar, Reñaca et Concón, où je vis. Et voilà, c'est la photo que vous avez vue de l'équipe où nous avons été invités à déjeuner. Il y a aussi des concerts le soir privés dans l'hôtel et le restaurant est excellent. Voilà. Voilà pour la petite anecdote sur le fauna. Il y a aussi le Palacio Astoreca, qui est un 4 étoiles à Valparaiso, qui a un spa et une piscine à l'intérieur et qui a une magnifique vue sur tout Valparaiso aussi. Ensuite, si vous voulez être un peu en dehors de Valparaiso, il y a le Sheraton qui est sur la côte. Le Sheraton qui est un hôtel très connu de Vina del Mar. Voilà. Après, sur Santiago, si vous souhaitez connaître des hôtels avec qui on travaille beaucoup et avec qui on a des très bons retours, il n'y a pas de problème, vous pouvez me poser la question soit maintenant, soit à la fin, sans souci. Voilà, donc maintenant je vais parler de la dernière région emblématique du Chili, qui est le désert le plus aride du monde et dont j'ai fait la reconnaissance de terrain après 2 ans et demi de presque non-activité du tourisme dans cette région-là. Les tips de travel à San Pedro de Atacama, quand partir toute l'année, il n'y a pas de problème. Alors après, je vous conseille de plutôt partir entre octobre et mars, parce que là, j'y suis allé en juin. Il fait très bon la journée, mais le soir, il fait très froid. On passe de 25 degrés à presque moins 5 degrés et le choc est assez conséquent. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est plutôt le mois de mars et avril, où là, donc du coup, vous évitez les vacances d'été des Chiliens et vous avez quand même moins de monde
après la haute saison. Donc voilà, mars et avril, ce sont les mois très sympathiques pour aller à San Pedro de Atacama. Je vous conseille un minimum de 3 jours et 2 nuits sur place, mais l'idéal, c'est vraiment de pouvoir faire le maximum d'excursions là-bas. Donc je dirais, moi j'y suis resté 5 jours et 4 nuits. C'est suffisant pour faire le maximum d'excursions sur place. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a beaucoup de salars, le salar de Tara, le salar d'Atacama, il y a les lagunes Serrar et Altiplanique. Il y a aussi la vallée de la Lune et la vallée de l'Arco-Iris, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, qui est magnifique, qui sont magnifiques et qui sont incroyables à voir, surtout quand vous avez un guide francophone qui connaît parfaitement l'histoire du peuple atacameño, des Atacameño de San Pedro de Atacama, et qui vous raconte un petit peu la chronologie de ces peuples sur place. Ça reste un moment exceptionnel pour les voyageurs et pour moi, voilà, je me rappellerai toute ma vie de tout ce que notre guide francophone nous a dit. Il y a aussi les geysers du Tassio qui sont très connus et aussi les pierres rouges. Ce sont des pierres qui ont été oxydées avec le temps et la, avec l'activité des volcans sur les milliers d'années avant notre ère. Voilà. Il y a aussi beaucoup de volcans à, à grimper si vous le souhaitez. Donc, il y a le Licancabur, le Lascar, et il y a aussi, si vous vraiment vous voulez vous imprégner de la culture des Atacamènes, il y a les villages à visiter et les pétroglyphes qui sont des dessins sur la pierre et qui sont assez beaux à voir. Voilà, de Lama, de Vicuñas, de Guanacos. Et vous pouvez voir là-bas du coup des cactus, Guanacos, Lama et les flamants roses sur les lagunes Serrar et Tibenquinche. Alors, il y a aussi quelque chose à faire qui est assez exceptionnel. Il y a un Français, Alain Maury, qui est un professionnel d'astronomie, qui vous fait un tour où il vous explique comment euh, le ciel austral fonctionne et avec sa passion, il vous donne envie de s'y connaître un petit peu plus en astronomie et en astrologie. Voilà, donc je vous conseille si, si vous, je vous recommande à vos voyageurs de faire ce tour astronomique à San Pedro de Atacama, puisqu'il y a vraiment le ciel est dégagé et voilà, c'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez le voir sur la photo, la- tout ce que l'on peut voir sur place. Donc les aventures trekking tout niveau, association de volcans, vélo, sandboard. Vous pouvez faire du sandboard sur les dunes de sable. Vous pouvez aussi faire de l'équitation, par exemple au domaine de Catarpé. Voilà, donc il y a beaucoup de choses aussi beaucoup d'activités pour les enfants et pour les familles. Donc voilà, c'est tout public San Pedro de Atacama. Ensuite, pour le bien-être, il y a les thermes de Puritama qui sont très connus, qui sont des thermes d'eau chaude volcanique. C'est très agréable. Et ensuite, si vous voulez connaître encore plus la culture des Atacameños, vous pouvez faire aussi de l'archéologie et de la géologie. Vous pouvez visiter le village de Pucara de Quitor et du coup la vallée aussi de l'Alcoiris. Alors, donc moi, pendant ma reconnaissance de terrain, j'ai eu l'occasion d'aller à différents hôtels et voilà, ce que je vous recommande le plus, c'est l'hôtel Casa de Don Tomás, un 3 étoiles, qui a des chambres très, très grandes avec un leaking et l'espace est très, très joli avec piscine, avec une terrasse vue sur les volcans et vue sur l'altiplano bolivien et argentin. Donc
voilà, je vous recommande le Casa Ian Thomas à 3 étoiles. Ensuite, vous passez au Noi Casa Atacama, qui est considéré comme 4 étoiles et 5 étoiles, qui propose des chambres très, très grandes, et il y a un spa, jacuzzi, et vous pouvez même faire un, euh, il y a aussi, vous pouvez faire un massage et vous pouvez manger au restaurant qui est très bon aussi, le Noi Casa Atacama. Et ensuite, comme en Patagonie, il y a aussi la chaîne Explora, Explora Atacama, qui est un 5 étoiles. Et eux, ils proposent du all-inclusive. Donc, vous choisissez les excursions quand vous arrivez. Vous pouvez aller à la vallée de la Lune, vallée de l'Arco-Iris, vous pouvez aller au geyser du Tassio, Pierre Rouge. Voilà, il y a beaucoup d'activités à San Pedro. Et j'ai eu l'occasion de faire différents tours, que ce soit en tour économique où vous allez visiter les salars. J'ai visité les salars d'Atacama avec un groupe de 15 personnes. Donc, quand vous êtes un groupe de 15 personnes, bien sûr, le prix est moins cher, mais, mais les attentes sont pas celles qui sont attendues, puisque du coup, vous avez moins d'explications historiques, alors que nous, ce qu'on a fait, on a fait des tours privés avec nos guides francophones qui ont su gérer cette pandémie et qui ont pu attendre et patienter de pouvoir reprendre cette activité qui leur manquait tant. Et donc là, voilà, je vais finir en parlant de cette reconnaissance de terrain. Donc là, vous pouvez voir le volcan Licancabour sur la photo de gauche. Et donc voilà, je suis parti en reconnaissance de terrain avec mon épouse chilienne, du coup, que j'ai rencontrée en Australie. Ici, vous pouvez voir la photo de l'observation astronomique que nous avons fait avec le passionné Alain Maury français, qui est très connu, qui a écrit beaucoup de publications d'astronomie et qui est réputé et qui va faire beaucoup de conférences partout dans le monde. Ici, la photo du bas, vous pouvez voir les lagunes Serrar, pardon, et c'est là où en fait vous ne pouvez pas l'eau est tellement salée que, comme la mer Morte, vous ne pouvez pas vous flotter. Voilà, vous flottez, mais l'eau est excellente, et vous avez vu sur le volcan Licancabour et sur tout l'altiplano. J'aimerais vous présenter en haut à droite Ernesto, qui nous a fait un tour privé au geyser du Tassio, qui est cubain, mais qui parle français, anglais et espagnol. Euh, il, euh, il nous a fait un tour vraiment exceptionnel, et on a vraiment des prestataires sur place excellents. Et je suis très content de pouvoir travailler avec Ernesto. Et nous avons aussi Guillermo, notre guide francophone privé en bas à droite, qui lui adore tout ce qui est histoire des peuples atacameños et de tous les peuples qui ont pu passer par le mythique désert d'Atacama. Donc voilà, je vous conseille plutôt de faire un tour économique, voilà, d'essayer d'avoir des guides privés, même si c'est plus cher. C'est quand même un service d'une autre qualité et vraiment d'excellente qualité. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, vous avez mon contact ici si vous voulez nous parler. C'est notre numéro Skype. Vous pouvez nous appeler de 9h à 18h, heure chilienne. Donc, de 9h à 18h, c'est donc du coup de 15h à minuit. Si vous voulez nous appeler le soir, il n'y a pas de souci, on sera présent. Et voilà mon mail, si vous voulez me contacter pour avoir plus de renseignements et pour démarrer peut-être une nouvelle relation commerciale. Sans problème, je vous répondrai à, à toutes vos demandes et à toutes vos attentes. Voilà, mais merci beaucoup. Merci Xavier, merci pour cette belle présentation. Et tu as Océane qui est venue t'espionner durant ta présentation. Océane est venu. Chili. Est-ce que si vous avez des questions, soit vous pouvez ouvrir votre micro et la poser en live à Xavier, ou si vous préférez, vous pouvez la poster sur le chat.
Ouais, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les meilleures liaisons aériennes pour rejoindre le Chili? Alors, pour rejoindre le Chili, alors soit c'est Air France de Paris-Charles de Gaulle jusqu'à en direct à Santiago. Après, voilà, moi je pense que vous avez compris que j'ai un accent du sud-ouest. Je suis du Pays Basque et quand je reviens en Europe, ben, je vais faire Santiago-Madrid et ensuite Madrid-San Sebastian. Donc voilà, ça dépend d'où vous venez. Après, je sais que il y a récemment des Alsaciens qui m'ont dit qu'ils allaient aller à Francfort et qu'il y avait des directs aussi Francfort-Santiago. Donc voilà, c'est possible de partir de différents points de France et même d'Allemagne ou d'Espagne pour pouvoir rejoindre Santiago. Ok. Bonjour, Aurélie de Voyage Sauvage. Voilà, j'ai une question. C'est par rapport à Torres del Paine. Je voulais savoir si par rapport aux 3 hôtels dont vous nous avez parlé, pour faire un safari pour aller voir les pumas, est-ce qu'il y a une différence en termes d'expertise des guides ou est-ce qu'à chaque fois, est-ce que c'est l'hôtel qui gère les guides sur le parc national? Est-ce que c'est les mêmes guides qu'on va retrouver suivant le choix de l'hôtel? En gros, c'est ça ma question. Ouais, non, c'est une très bonne question. Alors, l'EcoCamp a ses propres guides. L'EcoCamp a ses propres guides. L'Explora Patagonia aussi a ses propres guides. Nous, ensuite, on a aussi nos propres guides francophones. Donc, il est possible au lieu de rester dans des hôtels au parc Torres del Paine qui ont des prix assez élevés, il est possible de dormir à Puerto Natales, qui est à peu près à 1h30 du parc. Et là, voilà, donc vous pouvez avoir nos guides francophones si vous le souhaitez, ou hispanophones ou anglophones. Voilà, mais c'est vrai que les hôtels que j'ai cités en Patagonie, alors je vais y revenir, voilà, ont leur propre guide. Et en termes d'expertise, pardon, mais quels sont les meilleurs, oui, bah, les meilleurs, hein, il n'y a pas d'autre mot. Les, Je les, vais chercher. les meilleurs, alors moi je dirais que les meilleurs guides sont au Tierra Patagonia et à l'Explora Patagonia. Voilà, sans faire de, comment on dit, j'ai plus le mot en français. Sans faire de favoritisme. Sans faire de favoritisme, voilà. Non, le Tierra Patagonia et l'Explora ont de très bons guides. Mais l'EcoCamp reste quand même unique par rapport aux yurts qu'ils proposent, aux dômes. Mm. Et donc vraiment, vous vous sentez dans la nature et c'est quelque chose d'exceptionnel par rapport à l'hôtel Tierra Patagonia ou à l'Explora Patagonia. C'est vraiment, vous vous sentez dans la nature. Et le Tierra et l'Explora, pour aller au parc, est-ce que c'est dans le parc ou c'est à proximité? Combien il faut de route? Enfin, je sais pas. Alors le Tierra Patagonia, je crois que c'est à peu près 45 minutes, si je ne me trompe Ah, pas. ok. Je préfère vérifier pour ne pas dire de bêtises. Mhm. Il me semble que c'est 45 minutes. Alors, hop, je vais regarder. Oui, voilà, à peu près 45 minutes. Et l'Explora est un peu plus excentré. Là, je dirais à peu près 1 heure et quart. Ah, d'accord, ok. Mm. Alors que par contre, l'éco-camp est bien sûr dans le parc national. Exactement. Voilà. D'accord, ok. Donc la Mm. différence, ça va se faire là-dessus. Ok, ok. Et au niveau Mm. des prestations entre le Tira et l'Explora, en termes de services, d'hôtellerie, de restauration, etc., quelles sont les différences entre les deux? Alors, le Tierra Patagonia, il n'y a pas vraiment de différence. Je pense que les deux ont d'excellents services et que les, les deux restaurants sont quand même très, très bons. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Là, vous voyez,
je ne trouve pas de différence par rapport de service entre les deux. J'ai l'impression C'est- que le Tira, comme ça, c'est pas facile parce qu'on n'a qu'une photo, hein, je regarderai sur Internet, mais Oui. on dirait comme ça que le Tira a quand même choisi une déco plus nature, non? J'ai l'impression qu'il s'est mieux ancré, mais peut-être c'est juste une impression par la photo. Oui, oui, non, c'est le Tira Patagonia est un hôtel fait tout en bois. Donc, il a vraiment essayé de prendre de vraiment voilà, s'imprégner dans ce parc, enfin de la nature qu'il a autour. Et l'Explora, voilà, c'est un peu plus, on va dire, voilà, un hôtel qui s'est imposé, mais qui n'a pas vraiment pris euh, ses alentours pour son matériel d'hôtel. Merci beaucoup. Pas de souci. Alors, Florian m'a envoyé un message, une question par message. Si tu avais des tips pour un voyage insolite au Chili. Ah, Des c'est une bonne activités question. insolites. Oui, alors on devait le faire à San Pedro de Atacama. Malheureusement, il n'y avait pas assez de personnes, mais il propose un vol en montgolfière. Vous partez tôt le matin et vous avez tout le, tout le lever du soleil sur le Salar d'Atacama et sur les volcans. Donc ça, c'est un vol en montgolfière qui est quand même quelque chose d'assez insolite. Ensuite, quelque chose d'autre d'insolite, il est possible d'aller dans un vignoble qui est complètement dans la nature, qui s'appelle Vignavik, qui est à peu près à 1 heure au sud, 1 heure et demie au sud de Santiago. Voilà ce que je pourrais qualifier d'insolite. Et, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, non, je pense que voilà, ce sont 2 choses insolites que je peux souligner au Chili. Voilà. Mais Ok. voilà, le vol en montgolfière a été fait par 2 de nos voyageuses il n'y a pas si longtemps, et elles m'ont dit qu'elles retiennent quelque chose de vraiment mythique et mystique à la fois. Donc, j'espère pouvoir retourner à San Pedro d'Atacama pour pouvoir le faire. Parce que c'est quelque chose que je regrette un peu de ne pas avoir eu l'occasion de le faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez insolite, ouais, à San Pedro de Atacama. D'accord. Mm. On arrive sur la fin du webinaire. Si vous avez encore une petite question, n'hésitez pas. Directement à Xavier par micro ou par le chat. Et comme vous le savez, vous aurez accès au replay très rapidement et vous pourrez contacter Xavier en direct par Skype et par mail. Vous aurez tout dans le mail que je vous enverrai avec le replay tout à l'heure. Bon, pas d'autres questions. Merci Xavier, merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné l'opportunité de donner ce séminaire. C'était très sympa, très interactif, et j'espère pouvoir le refaire très vite. Merci beaucoup.